En définissant le terme ego, nous nous apercevons qu'issu de la première personne du singulier au nominatif en latin, c'est l'équivalent du moi, et donc de la représentation et conscience que l'on a de soi-même en tant qu'individu séparé des autres, voire unique au monde, cherchant à être valorisé. Ainsi, il est décrit en tant que source du malheur de l'existence individuelle selon Bruno Giuliani. La conduite à risque est définie par A.D.C. Cole dans sa dimension pathologique, en un engagement délibéré et répétitif dans des situations dangereuses, pour soi-même et éventuellement pour autrui, comportement non imposé par des conditions de travail et d'existence, mais recherché activement pour l'éprouver de sensations fortes, du jeu avec le danger et souvent la mort. En cela, nous pouvons nous demander par quel procédé la pratique d'activités de montagne peut-elle être le support de pratiques égotiques et comment prévenir en les mesurant nos propres prises de risques. Pour cela, comprenons d'abord que pour toute activité de montagne, la pratique égotique est tout à fait répandue, dans la mesure où, par la définition de l'ego, l'individu se sent exagérément individualisé, voire unique au monde, sensation souvent recherchée en montagne. La prise de risque est alors une décision volontaire opportuniste de s'exposer au danger afin d'atteindre un bénéfice égotique, une valorisation extrinsèque, en d'autres termes, une confortation dans sa valeur personnelle. En effet, dans son ouvrage La machinerie sportive, Jean-Marie Brom relève un pléonasme en considérant toute pratique sportive comme physiquement risquée à partir du moment où la pratique est codifiée, institutionnalisée, tournée vers la comparaison des performances. Nous analyserons, au travers de témoignages écrits, le rôle qu'a joué l'ego dans la prise de risque dans 3 environnements différents, une pratique d'alpinisme de loisir, une compétition de ski-alpinisme et enfin une expédition himalayenne. Rapidement, nous trouvons de la neige fraîche sur le sentier. Une personne descend un peu plus haut. Elle a fait demi-tour. Nous ne parlons à aucun moment des conditions de la montagne. Nous profitons de la trace pour monter au-dessus du lac. Les crêtes des montagnes fument et les faces sont plâtrées. Le vent continue à souffler. Mais, de ce fait, le but de notre randonnée n'est à ce moment-là plus très clair. Nous décidons alors de rejoindre une sorte de col par un couloir qui se raidit de plus en plus. En milieu de couloir, nous brassons la neige poudreuse jusqu'à mi-corps. Le vent souffle fort, nous ne le sentons pas encore, mais nous recevons en permanence de la neige issue de la crête. Le transport de neige est important, et de grosses accumulations sont en cours de formation. La pente doit avoisiner les 40 degrés. La progression est vraiment rendue difficile par le brassage de toute cette neige, mais nous décidons de monter droit dans la pente jusque sous l'arête. Je fais quelques mètres dans cette neige profonde et poudreuse, puis soudain, je vois la pente se fendre littéralement tout autour de moi, comme une vitre sous un coup de marteau. Ici, la gestion de la prise de risque est jaugée par l'estimation du risque, qui est un problème intime lié à la confiance, aux compétences et à la perception individuelle de la situation, selon Delinière et Griffet. La prise de risque peut être motivée par la recherche du sentiment de compétence. Dans cette logique, l'intensité du risque perçu dépend du sentiment de compétence du sujet, lié à la confrontation entre la difficulté de la tâche et l'habileté qui s'attribue, selon Famos. En cela, la confiance dans le mouvement est un équilibre entre la valence du but, la valence relative des différents comportements possibles, la valence des accidents possibles et la probabilité d'atteinte du but. Nous sommes 4 à partir pour l'ascension du couloir à la diagonale, il s'agit d'une brève course. Le vent soufflé sur les crêtes, risque d'avalanche de niveau 3. Pourtant nous prenons la décision de partir nullement refroidis par le vent qui souffle, ni par le manteau neigeux qui recouvre tout. Nous atteignons le pied de la diagonale pour chausser les crampons. La face est exposée nord-ouest et le soleil ne se montre pas. Il faut tout de même s'équiper rapidement. Nous ne prenons guère le temps de nous concerter avant l'attaque, tout comme nous n'avons pas pris la peine de communiquer lors de l'approche, sur les conditions que nous observions. Nous avons démarré la voie sans nous encorder. Quelques rafales de vent chargées de fines poudreuses balaient la face. Le plus rapide d'entre nous a vite fait une échappée. Il sort pour atteindre l'arête. À ce moment, une plaque se déclenche tout près de lui et le grimpeur suivant est emporté par la plaque qui s'engouffre dans le couloir. Dans ce témoignage, en environnement de compétition, les effets médiatiques parfois couplés à des stratégies commerciales accentuent le brouillage des repères et des catégorisations sportives. En effet, dans une société tournée de plus en plus vers la performance et la valorisation du surnaturel, l'engagement dans une pratique sportive dite à risque est non seulement librement consenti, mais souvent aussi le fait d'individus bien insérés socialement. L'influence du groupe a été également investiguée. D'une manière générale, les groupes apparaissent plus risqués que les individus.
L'auteur invoque des facteurs tels que la valorisation sociale du risque, la dilution de la responsabilité ou l'influence de la majorité. Néanmoins, Lambert en 1969 montre que si le groupe adopte une règle de majorité, il se développe un processus d'extrémisation du risque dont l'amplitude et l'orientation dépendent uniquement de la position moyenne des individus avant consensus. Le groupe aura tendance à être plus audacieux si ses membres sont audacieux et plus prudent s'ils sont prudents. Ainsi, il s'agit de témoigner ou manifester à soi ou aux autres une compétence élevée et éviter de faire preuve d'incompétence. Ceci dépend fondamentalement des buts d'accomplissement poursuivis par les individus. Les chercheurs en 1993 s'appuient sur les travaux de Dweck et Leggett pour proposer une modélisation qui introduit dans un premier temps une distinction dans le cadre du but de performance. Ils soutiennent l'idée qu'il existe deux buts de performance et deux buts de maîtrise, distingués par le modèle 2x2 utilisé en sciences de l'éducation. Tout d'abord, le but de maîtrise est basé autour d'une situation autoréférencée. Un but de satisfaction par le progrès. Le sujet poursuit des buts de maîtrise s'il s'agit pour le sujet de faire la démonstration de progrès personnel et d'apprentissage, selon la fameuse Sarrazin et Curie. Dans sa composante approche, le but sera caricaturellement d'être meilleur que la fois précédente. Dans sa composante évitement, ne pas être plus mauvais que la dernière fois. Le but de performance, ou but de compétition, est celui qui comporte la notion d'ego. En but de performance approche, il faut être, pour l'individu, le premier de son référentiel. Il s'agit de faire la démonstration d'une supériorité vis-à-vis des autres, selon la fameuse Sarrazin et Curie. En but de performance évitement, éviter d'être le moins bon. Ici, on peut remettre la pratique de l'ascension de l'Himalaya sur corde fixe, dénaturant la grimpe classique, ayant pour but une simple atteinte du pic, un de plus au tableau de chasse de ces alpinistes. Là, on est en survie. On vient du camp qui était au-dessus. Cette journée, j'ai eu l'impression de mourir. Là, je suis au bout d'une corde. Si jamais je pars, on pourra peut-être me retrouver. C'est une situation de survie maximale. Donc le jeu, c'était d'arriver à trouver dans la tempête où était la trace en relief sous un mètre de neige. Et surtout pas aller toucher à côté, parce que si tu touches à côté, le fait qu'il y ait des gobelets, ça pouvait provoquer des avalanches. Des fois, ça tient vraiment peu, vraiment là. J'étais sûr qu'on allait y passer. Avec un but impliquant l'ego, le sentiment de compétence repose sur des critères externes comme la performance des autres et sur un processus de comparaison normative. La motivation des individus qui poursuivent un but impliquant l'ego dépend de leur compétence perçue, qui est une perception assez stable que l'individu a de lui-même relative à son niveau dans une activité. Une étude a été menée en 1995 sur la motivation d'accomplissement et la sélection d'un niveau de difficulté en situation de libre choix dans l'activité escalade, par Sarrazin, fameuse écurie. En effet, 4 groupes d'élèves de collège sont sélectionnés en fonction du but qu'ils poursuivent habituellement en EPS et confrontés à un choix de voie. Un groupe ego compétences perçues élevées, ego compétences faibles, maîtrise compétences perçues élevées, maîtrise compétences faibles perçues. Les groupes égaux sont placés en situation de compétition, comportant une prestation filmée alors que les groupes maîtrise sont en situation dite de cours particulier. L'objectif est alors de choisir parmi 5 niveaux de voies différentes, de très facile à très difficile, passant par facile, moyenne et difficile. Le résultat est flagrant. Les élèves poursuivant un but de maîtrise adoptent le choix de la voie à leur niveau objectif, alors que, suivant un but d'ego, la majorité choisit une voie très simple objectivement ou trop difficile pour ne pas avoir à remettre leur capacité en question. En effet, pour eux, l'effort est considéré comme une épée à double tranchant. D'un côté, il peut aider à augmenter sa performance, mais d'un autre, il signale encore plus l'incompétence en cas d'échec. C'est ainsi qu'en pratique d'activités de montagne, comportant des dangers extérieurs, nous avons davantage de bonnes expériences à tirer de la poursuite de buts de maîtrise fondamentalement objectifs, dans la prise de risque, en fonction de son niveau objectif. Pour gérer notre sécurité, en suivant cette liste à personnaliser en fonction de sa pratique, comportant la liste du matériel, des attitudes en gestion de la prise de risque en alpinisme, elle restera un bon consultant duquel se munir pour se prévenir des décisions les plus dangereuses.